bienvenue à la maison d'école du rang Saint-Chicot. Mon nom, c'est Pierre Caris, enseignant à la retraite qui, avec d'autres, s'occupe de ce petit centre d'interprétation de la vie dans les écoles de rang d'autrefois. Au Québec, en 1950, il y a 5125 écoles de rang, selon l'historien Jacques Dorion. En 1960, il n'en reste que 500. Et en 1965, avec la commission parents et la création du ministère de l'Éducation, elles disparaissent. Alors, celle où l'on se trouve a été construite en 1903, a fermé en 1960. Quand elle ferme, il n'y a pas d'eau courante ici. Il y a une prise d'électricité, mais ce n'est pas beaucoup. Alors ici, ça ferme en 60, ça devient un hangar pour un cultivateur. Et en 1980, à peu près, elle est rachetée du département de la voirie. On élargissait la route ici, il fallait la déplacer, sinon elle serait démolie. Alors, elle a été reculée d'à peu près 10 mètres et placée sur un vrai solage pour aménager une salle au sous-sol. Et là, ça a pris jusqu'en 1988 avant de la réparer, de trouver le mobilier. Ce n'est pas ce mobilier-là qui était ici, mais c'est du semblable. Trouver les préparations de classe, les cartes géographiques, comprendre le système scolaire du temps. Les écoles au Québec, tout se met en place autour des années 1850-1860. Les écoles normales, première revue pédagogique, l'inspectorat des écoles, tout ça, et ça va être en place jusque dans les années 1960. Ici, l'école n'a rien de particulier, sinon qu'elle est une des rares à avoir survécu. Elles ont presque toutes disparu, nous n'en connaissons que très peu, entre 5 et 10, mais c'est tout. Pourtant, c'était tous les enfants de la campagne qui les fréquentaient, ces écoles-là. Beaucoup de gens qui viennent en visite nous demandent où accouchait la maîtresse. Bon. Certaines années, dans cette école-ci, la maîtresse accouchait à l'école. Puis d'autres années, elle couchait chez un voisin, une parenté, un ami, une amie, dans une famille, jamais seule. Les jeunes filles, on ne pouvait pas laisser ça seul. Alors, on sait qu'en 1952, Françoise Verville, qui enseignait ici, arrivait de Saint-Paul-de-Chester avec sa sœur, à qui elle enseignait et qui passait la semaine avec elle, et qui, en principe, la surveillait. Bon. Pourtant, 10 ans plus tôt, en 1942, Mademoiselle Rouleau, elle habitait chez le voisin, où elle avait de la compagnie, où ses repas étaient préparés, la maison était chauffée. Ici, la seule source de chaleur, c'est le poêle à 2 ponts. Si la maîtresse n'habite pas l'école, un élève doit venir partir le feu le matin pour que la place soit un peu chaude. J'ai connu des gens qui ont fréquenté l'école de rang en hiver et qui disaient qu'ils gardaient leur manteau d'hiver, même en classe. Bon, on imagine là, comment ça pouvait être difficile d'écrire en mitouflé comme ça. Comment se formaient les maîtresses d'école? Il y avait 2 options. Il y avait l'école normale, mais l'école normale pour les filles, c'est à peu près à partir de 1899, même si le système est créé dans les années 1850. L'autre système, bon, les filles de la campagne n'allaient pas ou peu à l'école normale. Ça n'avait pas de sens pour elles d'aller étudier 2 ans, les frais que ça encourait, d'aller étudier 2 ans à Sherbrooke, par exemple, revenir dans leur patelin, enseigner 2 ans, puis perdre leur emploi parce qu'elles veulent se marier. Alors, elles ne le faisaient pas. Qu'est-ce qu'elles faisaient? On leur fournissait des petits guides sur l'histoire américaine, par exemple. On leur demandait d'étudier ça. Et le samedi matin, elles allaient passer un examen pour obtenir un brevet de capacité qui leur permettait d'enseigner tel ou tel niveau à l'école primaire. On a ici un de ces brevets de capacité qui appartient à la cousine du frère Marie-Victorin. Son nom, c'est Mélissa Luneau. Elle est de Saint-Norbert, d'où venait aussi la mère de Marie-Victorin. Il y a des cartes géographiques de toutes sortes aussi. Il y a un système Bélanger pour apprendre à bien écrire, toujours de la main droite, n'est-ce pas? Les gauchers étaient sévèrement punis. Il y a des gens qui viennent encore en visite et qui nous disent « j'étais gauchère » ou « j'étais gaucher ». À la première journée de classe, la maîtresse m'a attaché la main gauche après mon pupitre pour m'obliger à dire « j'ai pleuré toute la journée ».
je l'ai dit à mon père. Mon père est allé voir la maîtresse et jamais plus elle ne m'a attaché la main. Il y avait des choses comme ça. Dans les écoles de rang, ce n'est que des filles qui viennent y enseigner. Pour les messieurs, ça ne paye pas assez. Le monsieur, à l'école du village ou de la ville, va avoir le double ou le triple du salaire de la jeune fille qui, elle, n'est pas soutien de famille. Et si le monsieur est anglophone, il va avoir 2 fois le salaire du monsieur francophone. Parce que chez les Anglais, l'éducation, c'est valorisé. Quand on regarde le tableau des salaires versés aux maîtresses, on se rend compte que c'est très bas. Mais à un moment donné, il y a une augmentation. Même si c'est la crise économique des années 30, ça passe de 160 $ à 300 $. La raison, c'est que Laure Gaudreau, qui a été enseignante dans une école de rang, va syndiquer les maîtresses d'école. Elle va créer un syndicat qui va évoluer, puis aujourd'hui, ça s'appelle la CSQ, qui est encore un syndicat important. Quand on bâtit l'école, ici, en 1903, le mur derrière moi, c'est l'arrière de l'école. L'autre partie, le hangar à bois et les latrines, ça va être rajouté en 1917. Mais ce n'est pas des toilettes à l'eau, évidemment. Il y a un côté pour les garçons, un côté pour les filles, selon ce que dit le code scolaire. Mais ce n'est pas chauffé. Alors, j'imagine que l'hiver, on ne perdait pas trop de temps de ce côté-là de l'école. Il reste que dans la bâtisse, dans la classe, la personne qui est la plus éloignée de la source de chaleur, qui est le poêle à 2 ponts, c'est la maîtresse. Bon, certains ont dit que c'est pour ça qu'il y avait une tribune. Ça permettait d'avoir une chambre d'air entre la tribune et le plancher. Est-ce que ça causait beaucoup de chaleur, là? Je ne sais pas. Dans l'école, ici, on a beaucoup de manuels scolaires. Des gens nous en donnent encore, mais les gens disent c'est précieux. C'est mon livre de français quand j'étais à l'école, il y a 50, 60 ans. C'est précieux, mais ce n'est pas rare. Parce que les manuels scolaires, c'était imprimé à des centaines de milliers d'exemplaires. Mais jusque dans les années 40, les parents devaient les acheter parce qu'il n'y avait pas de distribution de manuels scolaires. Les parents devaient aussi payer une redevance mensuelle pour leur enfant qui fréquentait l'école. Ce n'était pas un gros montant. C'était le Code scolaire de 1927 dit entre 5 et 50 centimes. Centimes, c'est sous, 50 sous. Mais le père qui a 8 enfants à l'école, le Code scolaire prévoyait cependant qu'il y a certaines catégories d'élèves en étaient exemptés, ceux qui fréquentaient une école à l'extérieur de la région, ou les indigents. Alors, toi, tu n'as pas à payer ton 35 sous ce mois-ci parce que tu es considéré comme miséreux et misérable. Alors, et ça va disparaître en 1943 avec la loi de la fréquentation scolaire obligatoire. Depuis 1989, donc l'année suivant l'ouverture de l'école, on présente une exposition nouvelle, inédite, au sous-sol de l'école. On s'est dit, si on veut que les gens reviennent visiter l'école, il faut leur proposer quelque chose de neuf. Alors, depuis 1989, c'est une exposition nouvelle. On a parlé des poules, des cochons, des vaches. On a parlé de la guerre, on a parlé de la maladie, on a parlé de plein de sujets. Toujours des expositions créées par notre monde. Cette année, c'est sur le temps. Le temps, c'est difficile à mesurer, difficile à comprendre, difficile à définir. Mais on est tombé sur un bouquin qui s'appelle « Le bon vieux temps » d'un monsieur Hector Berthelot. Berthelot était avocat à Montréal, mais il ne voulait pas pratiquer parce que, disait-il, « j'aime pas la chicane ». Alors, il est devenu journaliste et il a publié des chroniques dans le journal La Patrie en 1884 et 1885. Ces chroniques-là ont été reliées par Massicotte et ça a été publié sous le titre « Le bon vieux temps ». Bon, il parle de quoi dans ça? Il parle des noms de rues de Montréal, il parle de l'administration de la justice, des cimetières, des moyens de transport, des loisirs. Mais son bon vieux temps à lui,
c'est pas 1885, il faut penser que c'est autour de la fin des années 1700, début des années 1800. Il parle entre autres de ce qu'il appelait les horse boats, les bateaux à chevaux. Ce n'est pas un cheval qui court le long de la rive et qui tire le bateau. Les chevaux étaient dans la cale du bateau, 4 ou 6 chevaux, qui tournaient autour d'un pivot. Et ça actionnait des roues à aubes de chaque côté du bateau et ça faisait avancer le bateau. Il y avait ça sur le fleuve Saint-Laurent dans son temps. Alors, on a imité un peu Berthelot. Notre exposition, c'est une série de sujets, de thèmes qui évoquent l'ancien temps et qui sont collés les uns sur les autres. Alors, on passe des horloges au temps d'une paix, aux cartes postales, à l'argenterie, à l'importance de la religion dans notre passé, aux affichettes de maladies, aux chapeaux, alors à la musique, les chansons, les poèmes, les œuvres qui portaient sur le temps. Frère Marie-Victorin et son temps, Duplessis et son temps, Oliver Asselin et son temps, Laurier et son temps. On voulait évoquer ce sujet-là et c'est le thème de notre exposition. On prépare déjà celle de l'an prochain, l'exposition qui va porter sur le vêtement. Venez nous voir.